Le sujet de cet après-midi est un sujet qui va concerner l'outil Google Forms avec des usages un petit peu avancés autour de Google Forms et notamment des usages qui vont vous permettre de gérer l'ouverture, la fermeture de vos formulaires, mais également, bien évidemment, la gestion des notes que vous pouvez attribuer, disons des résultats que vous pouvez attribuer donc, avec Google Forms. Donc là, il y a une bonne partie là-dessus. Et puis ensuite, on aura une petite partie pour illustrer le potentiel des outils Google et notamment l'utilisation des scripts, en fait, qui peuvent vous permettre de réaliser assez simplement en fait, des campagnes de mailing. On aura un tout petit exemple tout à l'heure. Et puis, donc, s'il nous reste un tout petit peu de temps, on reviendra donc sur Google Sheets, qui est l'outil qui permet également de mettre du contenu en ligne. Sachant que le thème d'aujourd'hui, c'était donc la mise du contenu en ligne et l'évaluation. Bien, alors on va commencer par Google Forms. On va faire quelques rappels sur Google Forms. Alors Google Forms, bien évidemment, c'est un outil que vous allez trouver encore une fois dans le lanceur qui est situé en haut à droite de votre écran. Sur ce lanceur que l'on a déjà utilisé depuis un certain temps, et bien évidemment, vous retrouvez toutes les applications qu'on a déjà pu citer donc, à destination d'éducation. Et donc aujourd'hui, on veut travailler avec Forms, donc qui est l'outil qui va permettre de réaliser des sondages, des questionnaires et donc dans la partie éducation des évaluations en ligne. Donc on a Forms qui est disponible ici et puis on a également Google Sheets, si on en parle tout à l'heure, Google Sheets il est ici. Donc il est également disponible dans le lanceur. Alors on va commencer par Google Forms, tout simplement. Alors à partir du moment où vous lancez l'outil Google Forms, bien évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser des templates et donc des modèles de formulaires qui peuvent être déjà prédéfinis. Sinon, vous pouvez démarrer bien évidemment sur un formulaire qui est complètement vide en cliquant sur le plus qui est donc sur l'interface. À partir de là, donc, vous rentrez sur un formulaire qui est complètement vide, que vous allez peupler, bien évidemment, avec vos différentes questions. Alors, évidemment, on va prendre une thématique relativement simple, qui serait la réalisation d'une évaluation de mathématiques. Donc, je vais nommer mon formulaire donc EVA2 maths. Donc là, je peux la sous-titrer en indiquant que nous sommes sur une évaluation en ligne du cours de mathématiques de 6e. Voilà, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors, en haut à gauche, bien évidemment, vous pouvez renommer le titre de votre formulaire, qui va prendre finalement le titre que j'ai déjà saisi au-dessus de mes questions. Et puis à partir de là, on peut donc commencer la constitution. Alors évidemment, sur la première question, on peut commencer à proposer donc les différents éléments d'évaluation. Alors il y a quand même deux approches, ce qu'il faut bien se dire quand même sur les formulaires, c'est qu'on peut avoir une approche finalement qui peut être du formulaire complètement anonyme. Sous-entendu, finalement, on ne sait pas qui répond quoi. Alors évidemment, vous êtes enseignant, vous voulez proposer des évaluations, vous êtes sûrement intéressé par le fait de pouvoir récupérer le nom, le prénom du participant de manière à pouvoir lui attribuer une note. Donc ça, c'est évident. Donc ici, on va faire un questionnaire dans lequel on va pouvoir collecter le nom et le prénom du participant, du répondant. Alors, bien évidemment, ici, si on commence à traiter des données qui n'autorisent pas l'anonymisation des réponses, il y a tout un cadre juridique, bien évidemment, à étudier autour de ça et de voir un petit peu au niveau de votre établissement quels sont les choix, quelles sont les approches qui sont privilégiées. Encore une fois, ce que je propose ici, ce ne sont que des exemples
qui peuvent être éventuellement mis en œuvre dans un cadre éducatif à partir du moment où, bien évidemment, vous avez informé votre responsable de formation, votre directeur des études, votre principal ou votre proviseur de la manière que vous utilisez pour travailler avec vos élèves, de manière à ce que les différentes déclarations soient conformes et que pour le coup, vous puissiez agir de manière libre. Bien, alors ici, je vais juste pouvoir, je voudrais juste qu'on puisse saisir le nom du participant, donc je vais utiliser une réponse courte. Donc vous voyez que sur Forms, je le rappelle assez vite, on a différents types de réponses, les réponses courtes, les réponses longues, avec les paragraphes, les questions à choix multiples, case à cocher, liste déroulante, l'importation de fichiers, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait accepter que vos élèves vous remettent des fichiers directement dans le formulaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir finalement uploader un document donc, dans le formulaire que vous allez pouvoir récupérer au niveau des réponses. On a également des échelles de notation, ou du moins des échelles de réponses qui peuvent être utilisées, et puis également des tableaux avec des choix multiples, et également donc la notion de date ou de la notion d'heure sur des réponses éventuelles basées sur des éléments temporels. Bien, donc ici, je vais simplement donc mettre le nom de la personne. Je vais rendre cette question obligatoire. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, on va pouvoir demander éventuellement la saisie du prénom. Donc ici, sur une réponse courte, je vais la rendre obligatoire. Je vais pouvoir éventuellement, à mon niveau, collecter l'email si j'en ai envie. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, l'email peut être une réponse courte aussi. L'email, je peux le rendre obligatoire. Alors on sait très bien qu'au niveau de Google Forms, il y a déjà des options qui sont prédéfinies pour collecter les emails dans les paramètres ici. On peut tout à fait, en cochant la case ici, récupérer donc les emails des répondants et envoyer une copie des réponses sur l'email du répondant. Donc ça, c'est une caractéristique qui peut être déjà prédéfinie dans votre formulaire. Néanmoins, vous pouvez, vous, de votre côté, si vous avez envie de ne pas activer cette fonctionnalité, et puis éventuellement rajouter une case ici pour la saisie du mail. Alors, il y a des petites choses qui peuvent être un petit peu amusantes, c'est qu'à partir du moment où vous demandez la saisie d'une adresse email, on peut quand même vérifier si celle-ci est correcte ou pas d'un point de vue syntaxique. Alors à partir de là, on peut utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières qui sont comme la plupart des autres tests, qui sont ici des conditions. Ici, on peut éventuellement faire un dénombrement, analyser le texte, analyser la longueur. Ici, moi, j'ai plutôt envie de vérifier donc, la structure et la syntaxe de mon adresse email. Donc, je vais laisser donc, le critère expression régulière. Ici, j'ai des éléments de comparaison, c'est-à-dire contient, ne contient pas, correspond à, ne correspond pas à. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un modèle, une nomenclature d'adresse email qui soit respectée à chaque fois qu'un répondant indique son adresse email. Donc ici, en fait, on va utiliser une expression un petit peu barbare qui s'appelle les expressions régulières, et je vais venir attraper ça dans un autre modèle que j'ai déjà utilisé. Donc les expressions régulières, en fait, ce sont des expressions syntaxiques dans lesquelles finalement apparaissent tout un ensemble de symboles qui correspondent à des combinaisons d'éléments alphanumériques, donc des caractères majuscules, minuscules, et puis des éléments numériques, donc des chiffres de 0 à 9. Et donc les différentes combinaisons possibles sont exprimées finalement à travers ce qu'on appelle une expression régulière, sachant qu'ici, donc j'en ai une, et on voit très bien que dans l'expression régulière, il y a l'obligation de saisir l'arrobase, et donc avant l'arrobase, on peut avoir des lettres en majuscules et en minuscules comprises entre A et Z, de manière à pouvoir donc couvrir finalement l'étendue de l'alphabet. Et puis on voit aussi qu'on peut combiner, normalement, l'utilisateur a le droit de combiner là-dedans
des chiffres de 0 à 9, et puis d'autres caractères éventuels, comme le souligné, c'est possible aussi. Voilà. Et puis après l'arrobase, on va retrouver exactement les mêmes combinaisons de caractères et de chiffres, avec en plus de ça la notation pointée qui permet ici de définir une zone, .fr, .com, etc. Donc en fait ici voilà, on a une expression qui est la représentation même d'une adresse email dans un format particulier qu'on appelle une expression régulière. Bref, à partir de là, eh bien, si ce que propose en saisie l'utilisateur, hein, si ça ne correspond pas, si ça ne matche pas, à ce moment-là, on pourra faire apparaître un petit message pour dire à l'utilisateur que la saisie qui est faite de l'adresse email pose un problème. Voilà. Voilà, donc ici j'ai utilisé une expression régulière et puis après je continue, donc je vais poser juste mes 2 petites questions sur des éléments de maths. Donc en fait ça va être relativement simple, 2 plus 2 ça fait combien? Et donc là je vais utiliser des choix multiples. Donc est-ce que ça fait 5 ou est-ce que ça fait 4? Voilà, première réponse, enfin 2 réponses possibles, ok. Et puis je vais rajouter une autre question, 2 fois 2, ça fait combien? Et donc encore une fois, avec du choix multiple, est-ce que ça fait 5 ou est-ce que ça fait 4? Voilà. Donc ici, j'ai créé un tout petit formulaire basique dans lequel je pose 2 questions sur ce que je souhaite évaluer. Et puis, je demande également aux participants de pouvoir s'identifier avec son nom, son prénom, son adresse email. Alors évidemment, hein, si je bascule directement dans la vue du formulaire, je retrouve typiquement ce que je viens de faire. C'est clair. Et on voit quoi? On voit que ici, si je commence à utiliser une syntaxe qui est un peu détournée de l'adresse email, on voit qu'il y a un souci, ça ne fonctionne pas. Donc c'est mon expression régulière qui s'applique ici. Donc si je mets un toto.titi.fr, on voit que ça ne fonctionne pas non plus. D'accord. Par contre, si je commence à rajouter ici un arrobase, est-ce que ça fonctionne? Pas mieux non plus. Donc il faut vraiment que j'aille plus loin dans le respect de la syntaxe, de manière à ce que j'ai mon erreur qui disparaisse. Donc ici, en fait, l'expression régulière joue bien son rôle, hein. Donc les expressions régulières, vous pouvez les utiliser sur des numéros de téléphone, sur des adresses. Il y a tout un tas de choses possibles autour des expressions régulières. Vous pouvez aussi compter le nombre de mots dans un paragraphe, dans une réponse longue, si bien que vous pouvez limiter vos réponses à 250 ou 300 mots, si vous en avez envie. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut utiliser dans les formulaires, qui est peut-être pas toujours très connu, mais je vous invite à vous y intéresser parce que du coup, ça vous permet d'avoir des règles qui permettent de valider ou pas ce qui est saisi donc à l'intérieur du formulaire. Bien, donc ici on a mis en place notre formulaire. Alors je vais juste revenir donc sur la rédaction. Bon, on sait qu'on peut utiliser bien évidemment un thème de manière à pouvoir changer la couleur. Vous pouvez utiliser une image de fond. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Vous pouvez modifier la police. Donc ça, c'est les options assez classiques de présentation. Je fais un petit peu le tour des options. Ici, donc la collecte d'emails, on en a parlé tout à l'heure. Forms peut se charger lui-même de collecter les emails automatiquement, mais vous pouvez tout à fait rajouter une zone mail en n'activant pas ce champ de manière à gérer par vous-même la saisie des emails. On peut bien évidemment limiter le formulaire à une seule réponse, et d'ailleurs je vous invite à le faire. À partir du moment où vous faites des évaluations, il est bien que le répondant ne puisse faire éventuellement qu'une seule soumission et pas plusieurs. Et après, on peut limiter les accès à des domaines. Bon, en l'occurrence, ici, on est sur le domaine Tablet Academy. Donc, évidemment, je peux tout à fait limiter l'accès à mon domaine ou éventuellement l'ouvrir de manière totale, ici en décochant et en permettant de diffuser ce formulaire en dehors de mon organisation. C'est tout à fait possible. Bien, donc ici,
Je choisis juste de limiter une seule réponse et puis je ne vais pas cocher modifier les réponses après l'envoi évidemment, hein, parce que sinon c'est trop facile. Et puis je peux éventuellement consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte en tant que répondant, mais ça je ne vais pas l'activer puisque je vais laisser dans un premier temps, je vais me laisser dans un premier temps, je dirais, le temps de corriger et d'analyser les réponses qui ont été faites. Et puis après, je ferai un rendu, un compte rendu de ce qui a été fait. Donc ici, je ne vais pas laisser les participants avoir accès à ça. Je peux tout à fait afficher la barre de progression, bien évidemment. Alors la barre de progression s'affiche qu'à partir du moment où vous avez utilisé des embranchements, c'est-à-dire que vous avez des questions avec des réponses qui sont conditionnelles, c'est-à-dire que suivant, par rapport à une question et suivant la réponse, eh bien peut-être qu'à un moment donné, vous allez passer à une section différente de la section principale. C'est ce qu'on appelle des embranchements. Et donc pour le coup, si vous avez des embranchements, on peut afficher la progression de manière à voir quel est l'état d'avancement dans les réponses au niveau du participant. C'est-à-dire qu'en tant que participant, je vais avoir une barre de progression en bas de mon écran qui va me permettre de voir où j'en suis dans mes réponses et qu'est-ce qu'il me reste à effectuer. Je peux éventuellement, bien évidemment, mettre les réponses en mode aléatoire, enfin les questions en mode aléatoire ici, de manière à ce que sur chaque écran de ma salle ou chaque écran des participants, on puisse avoir des questions qui sont sorties dans un ordre aléatoire, de manière à ce qu'on n'ait pas sur chaque écran les questions dans le même ordre, ce qui va limiter un tout petit peu l'échange d'informations entre les participants. Donc ça peut être une toute petite astuce. Et puis bien évidemment, vous pouvez rajouter le message de confirmation, vous pouvez le personnaliser. Et si vous êtes sur des questionnaires, eh bien ce qu'on peut faire bien évidemment, et nous on va le faire ici, on va convertir le formulaire en questionnaire et donc on va attribuer des points sur les questions parce qu'on ne l'a pas fait initialement. Donc on convertit en questionnaire donc avec la bascule qui est ici. Vous pouvez tout à fait activer le mode verrouillé si dans votre salle ou si vos utilisateurs utilisent des Chromebooks, de manière à ce qu'ils puissent basculer en mode examen à partir du moment où ils répondent à votre formulaire. Le mode examen fait que vous bridez l'utilisation de la machine et vous limitez les répondants à la seule visualisation du questionnaire et ils n'ont pas accès à autre chose. Alors vous pouvez publier la note immédiatement après chaque envoi, voire plus tard, si vous en avez envie, ce qui vous laisse du temps, vous, de votre côté, pour analyser également les réponses et réaliser une correction ou du moins faire un feedback un peu plus approfondi. Et puis on peut également proposer aux répondants de voir quelles étaient les bonnes réponses, de voir le nombre de points sur chaque question et puis éventuellement de pouvoir signaler les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Bien, alors je vais enregistrer. Voilà, donc là je l'ai enregistré, donc j'ai enregistré mes paramètres et puis à partir de là, vous voyez, si je reviens sur mes questions et notamment ma première question, combien font 2 plus 2, eh bien je découvre que j'ai potentiellement ici 6 points qui vont être attribués. Donc 6 points attribués avec éventuellement, bien évidemment, la possibilité d'indiquer quelle est la bonne réponse. C'est-à-dire que si je vais sur corriger, eh bien je vais pouvoir indiquer déjà d'une part la bonne réponse et combien de points rapporte cette bonne réponse. Je ne vais mettre que 2 points. Voilà, donc la bonne réponse de 2 plus 2 c'est 4, je mets 2 points. Ça c'est bon, c'est validé. Et puis, question suivante de la même manière, je n'avais pas pu activer jusqu'à présent le mode questionnaire, donc là c'est fait. Je vais donc indiquer la bonne réponse, 2 fois 2 ça fait 4, avec 2 points éventuellement ici de bonification sur cette bonne réponse. Voilà. Donc ici je cumule 4 points sur les différentes réponses à mon formulaire. Et donc, je peux tout à fait aller préciser dans les références quel est le barème. Ici, c'est 4.
Donc ici, je peux gagner 4 points sur le formulaire en question. Bien. Alors là, on est dans des paramètres par défaut, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait ajuster ces paramètres-là pour un ensemble de questionnaires. Bon, moi, je le fais juste pour celui-ci. C'est pas grave, j'enregistre quand même. Voilà. Donc ici, le questionnaire, il est prêt. Les points en lien avec les questions sont également attribués. Donc ici, on voit qu'il y a 6 points et 6 points pour le nom et pour le mail. Donc ici, je vais l'enlever parce que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, donc ici, je vais modifier ça. Donc ici, il n'y a pas de point, il y a 0 point. Voilà, terminé. Ici, il y a 0 point également. Pas besoin de mettre des points là-dessus. Hop, terminé. Et puis sur le mail, encore une fois, il y a 0 point. Je vais les enlever aussi. Voilà, donc ici on n'a plus de points sur des questions d'identification. Alors ici je pense j'ai coché tout à l'heure voilà, la collecte, je vais la décocher. Ok, voilà. Donc cette fois-ci je revisualise mon questionnaire et on voit que, alors j'ai dû glisser une question, je vais la redescendre, mais on a bien 2 points sur le 2 x 2 et on a bien 2 points sur le 2 plus 2 et on voit que la barre de progression qui est en bas, elle est complète dans le sens où on est déjà à 100% puisqu'on n'a qu'une section qui est la section qu'on a devant nous et donc comme il n'y a pas de section qui suivent, on est tout de suite sur la complétion, enfin du moins le remplissage du formulaire à 100% en termes d'avancement. Alors je vais juste remettre les éléments en phase, voilà, toc. Je vais juste le réafficher. Il est dans le bon sens cette fois-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi ma question veut passer en haut, c'est pas grave. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien donc un total des points en haut qui est de 4. Voilà. Je vais donc pouvoir distribuer le formulaire à mes participants. Donc en fait, ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux aller sur ajouter des collaborateurs ou obtenir le lien. Ça va faire la même chose. Donc ici, obtenir le lien, je vais récupérer directement le lien du formulaire. Alors je vais même le faire ici, ce sera encore mieux. On va le voir mieux. Je vais aller sur ajouter des collaborateurs et là, on va voir le lien qui va s'afficher directement. Voilà, donc obtenir le lien. Donc ici, je peux copier le lien. Voilà, je l'ai récupéré. Ici, si je commence à cliquer ici sur obtenir le lien, j'ai le lien qui s'affiche de visu, hein, c'est-à-dire que là, vous avez le lien complet qui est disponible. Donc, je peux le copier de la même manière avec le bouton. On voit ici que l'accès est limité. Hein, seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir le document avec ce lien. Je peux quand même le diffuser ici de manière publique, hein, c'est pas gênant. Et donc, les personnes pourront y accéder en utilisant un compte. Voilà, donc ici, j'ai le lien qui va bien, donc je vais pouvoir le copier et puis le diffuser sur mon ENT, sur mon LMS, ou du moins sur une plateforme dans laquelle les répondants pourront venir cliquer sur le lien. Bien, donc ça, c'est la partie constitution d'un formulaire. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir à des choses. Donc le formulaire étant mis en place, il y a déjà une première problématique, c'est qu'un formulaire, il n'est ouvert qu'à partir du moment où les réponses sont acceptées. Si les réponses ne sont plus acceptées, il est fermé et donc on ne peut plus y répondre. Ça suppose que vous avez une ouverture et une fermeture manuelle de votre formulaire et donc ça suppose que vous soyez présent à l'activation et à la désactivation. Ça veut dire que si vous souhaitez lancer un formulaire une petite évaluation en plein milieu de votre cours, ça suppose que vous ayez accès à une machine ou un smartphone à partir duquel ou de laquelle vous allez pouvoir activer les réponses, donc les accepter et puis les désactiver ensuite, ne plus les accepter à l'issue du temps de réponse, hein, qui peut être de 10 minutes, d'un quart d'heure ou de 20 minutes, hein, peu importe la durée que vous avez définie, mais vous devez être finalement sur la bascule ici pour agir sur l'ouverture et sur la fermeture. Alors, ce n'est pas forcément très pratique.
il y a quelques astuces là-dessus pour automatiser tout ça. On peut tout à fait passer par des modules complémentaires. Alors, en l'occurrence, ici, j'en ai installé un qui s'appelle Form Limiter. Alors, déjà, comment on installe éventuellement, si vous ne le savez pas, comment on installe les modules complémentaires? En fait, vous allez ici dans Modules complémentaires de Forms, et puis vous allez tomber sur la place de marché de Forms, dans laquelle vous trouvez tout un tas de modules que vous pouvez rajouter sur vos formulaires. Alors, on en a un qui nous intéresse qui s'appelle Form Limiter, qui lui est assez pratique, justement pour borner l'ouverture et la fermeture à partir d'une date et à partir d'une heure. Ça peut être assez pratique. Donc, c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser. Donc, si vous cliquez sur le module, celui-ci va s'installer et sera donc disponible dans le formulaire ici, avec le petit bout de puzzle qui est en haut ici, module complémentaire. Donc, si je clique sur Form Limiter, eh bien, Form Limiter va s'ouvrir. Alors, je vais me mettre peut-être ici. Voilà, toc. Bon, alors il va s'ouvrir de toute façon, on va le trouver. Je vais refaire un essai. Donc il est bien installé, ça c'est bon. Toc, je vais me remettre sur les réponses. Je vais juste rafraîchir mon petit formulaire. Je pense qu'un rafraîchissement, voilà. Donc quand j'ai rafraîchi mon formulaire, et donc quand je clique sur Form Limiter, j'ai deux options, Set Limit ou Add. Donc Set Limit, ça vous permet donc de positionner des bornes d'ouverture et de fermeture. Alors on a plusieurs bornes d'ouverture et de fermeture, on a l'heure et la date, on a le nombre de réponses, et puis on a éventuellement les valeurs qui peuvent être atteintes, enfin une valeur qui peut être atteinte dans une cellule, dans la feuille de calcul qui correspond aux réponses. Puisque vous le savez peut-être, en fait, à un formulaire, on a toujours une feuille de calcul qui est associée dans laquelle vous allez collecter les réponses. Et donc, si dans cette feuille de calcul, vous faites en sorte qu'une cellule puisse à un moment donné atteindre une valeur, donc ça va être le cas spreadsheet cell value, ici, la dernière option. Donc si j'ai à un moment donné la cellule A3 qui prend la valeur 5, et bien à ce moment-là, et ça va être dû aux réponses, bien évidemment, qui vont s'empiler et s'aligner dans la feuille de calcul, et bien si j'atteins une valeur à un moment donné sur une cellule, le formulaire se fermera. Donc si je prends DateTime, c'est assez simple, on voit très bien qu'avec DateTime, je mets la date d'ouverture et puis l'heure d'ouverture. Ça, c'est possible. Je peux éventuellement fermer des formulaires avec un nombre de réponses, c'est-à-dire que je peux fermer un formulaire à partir de 10 réponses. Donc 10 réponses, ça sous-entend que je ne prends que les 10 premières et les suivantes ne seront pas acceptées. Donc on peut tout à fait proposer des challenges finalement dans des évaluations en précisant que seules les X premières réponses seront évaluées, ce qui peut, pourquoi pas, créer une forme de challenge sur des réponses qui peuvent être proposées. Et puis donc la dernière, on l'a dit, donc une valeur qui serait attendue dans la feuille de calcul ici. Donc c'est une possibilité aussi. Donc ça, Form Limiter, c'est un module qui vous permet donc de borner finalement l'ouverture, la fermeture de votre formulaire de manière un peu plus automatique que ce que proposait Google Forms par défaut. Par défaut, lui ne propose que la bascule qui est ici. Bien, donc ça c'est une première solution. On peut avoir d'autres solutions, et là je vais revenir sur une variante de mon formulaire de maths, qui est quasiment dans la conception la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, dans laquelle ici on va trouver d'autres manières de faire. Alors déjà d'une part ici on voit que j'ai des réponses sur ce formulaire, et si j'ai des réponses ça veut dire que j'ai une feuille de calcul dans laquelle je trouve mes réponses, et j'illustre la feuille de calcul dont je parlais tout à l'heure en l'affichant ici, c'est-à-dire que ici typiquement j'ai collecté les réponses de mes élèves au formulaire que je leur ai soumis, donc on voit très bien combien font 2 plus 2, combien font 2 fois 2.
Donc ils ont eu les questions sur lesquelles ils ont répondu. Donc on voit qu'on a un horodatage qui est assez précis ici. On a le score, bien évidemment, qui va être enregistré. Et puis, comme j'avais demandé le nom et le prénom et les adresses mail, on a donc ces informations également qui sont présentes ici. Donc ça, c'est ce que je collecte. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si à un moment donné, dans la cellule qui est ici, dans l'exemple que j'ai proposé avec forme limiteur, si la cellule 8C ou C8 prend à un moment donné la valeur 10, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui me dit 2 fois 2 égale 10, eh bien, je pourrais éventuellement déclencher la fermeture de mon formulaire. Ça peut être un événement qui conduit à la fermeture de mon formulaire. Bien, alors je reviens juste sur une autre façon de faire au niveau de l'ouverture et de la fermeture automatique du formulaire. On a vu qu'on avait des modules. Les modules, on va aller les chercher ici dans la place de marché avec modules complémentaires. On a une autre solution, c'est l'éditeur de script qui va un peu plus loin parce que finalement, l'éditeur de script, ça sous-entend que vous allez par vous-même écrire le script qui conditionne l'ouverture et la fermeture de manière automatique de votre formulaire. Alors là, ça suppose cette fois-ci qu'on bascule dans une dimension un petit peu plus avancée. Et je l'ai précisé tout à l'heure, on est sur ici aujourd'hui une présentation qui est un petit peu avancée de ce qu'on peut faire avec les outils Google. Donc on a un outil qui s'appelle Google Apps Script, qui est finalement un langage de programmation qui est associé en termes de modules à tous les outils Google, que ce soit du Google Doc, du Google Slide, du Google Sheets, du Google Sheet. Tous les produits Google que vous connaissez, on peut bien évidemment les associer à du script pour pouvoir automatiser des fonctionnalités. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On a du script. Alors évidemment, je ne vais pas détailler tout le script qu'on a ici dans la page, mais je vais vous donner quand même quelques informations. Ce script, en fait, se base sur des heures d'ouverture avec une date et des heures de fermeture avec une date ici. Donc ça veut dire que c'est un paramètre que vous allez devoir compléter pour que votre script fonctionne bien. Donc sous-entendu ici, aujourd'hui nous sommes le 21, donc ici, moi ce que je veux faire, c'est que ça se ferme bien, ça s'ouvre bien, donc le 21, voilà, à, je dis n'importe quoi, à 14h35, voilà, et puis que ça se ferme bien le 21 à, donc le 10 octobre à 15h. Donc là, ça veut dire que de manière complètement automatique, je vais programmer, à l'aide de mon script, mes horaires d'ouverture et de fermeture. Donc je vais indiquer la date. Ici, j'indique le nom de mon évaluation. Et pour le reste, finalement, le code que j'ai tapé ici a certes de l'importance puisqu'il effectue un ensemble d'actions, mais vous pouvez tout à fait trouver des scripts clés en main sur Internet en faisant une petite recherche. En l'occurrence, ici, je vous ai mis en commentaire un tutoriel relativement accessible sur lequel vous allez trouver plein d'exemples de scripts qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses sympathiques. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le petit tuto ici qui est proposé. Moi, je me suis inspiré du tuto et puis j'ai fait quelques modifications. Donc ici, en fait, voilà, j'ai paramétré mon script. J'ai mis les dates d'ouverture, les dates de fermeture. Et à partir de là, je vais pouvoir faire tourner mon script. Donc, je vais l'exécuter et je vais l'initialiser. Toc. Voilà. Donc ici, j'initialise mon script. Et donc, je vais revenir ici sur l'aperçu. Et on voit quoi? On voit que pour l'instant, le formulaire est fermé puisqu'il doit s'ouvrir à 14h35. Alors, il est 14h35 sur mon ordinateur. Néanmoins, il y a toujours un petit décalage, puisqu'il faut quand même se dire que les services sont forcément un peu éloignés de la source d'utilisation. Et donc, pour le coup, il faut toujours attendre quelques secondes, voire une minute supplémentaire pour que le formulaire s'ouvre bien. Mais ça, c'est pas grave parce que sachant que ça se fait automatiquement, vous pouvez être à côté de vos élèves, vous pouvez être dans les rangs à ce moment-là et vous pouvez rassurer vos élèves comme quoi le formulaire va bien s'ouvrir, ne vous inquiétez pas, on a la situation en main, tout va se dérouler comme il se doit. Et là, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'être sur votre machine pour activer ou désactiver les réponses.
automatiquement, c'est automatique. Donc à partir de là, si je rafraîchis ma page, à un moment donné, on va voir que l'ouverture va se faire automatiquement. Donc là, je vais attendre un petit peu. Voilà, donc là, il a basculé. Si j'y vais, voilà, donc là, il est ouvert, d'accord. Donc là, il s'est ouvert automatiquement, et donc là, il va se fermer à 15h, automatiquement. Donc là, ça veut dire que vous avez totalement les mains libres, hein, vous pouvez assister les répondants au niveau des réponses, hein, vous pouvez les aiguiller, vous pouvez leur donner des conseils, sachant que à 15h, puisque je l'ai bien enregistré à 15h, hein, si je retourne sur mon script ici, à 15h, hein, c'est bien précisé ici à 15h, à 15h, le formulaire va se fermer, et donc vous récupérerez dans la feuille de calcul toutes les réponses. Donc ça suppose que vous n'avez aucune action à mener et que pour le coup, la collecte des informations se fait automatiquement. Bien. Donc ça, c'est un exemple d'usage des scripts qu'on peut faire avec Google Forms, mais il y a plein d'usages possibles. Vous pouvez imaginer de la fusion de documents, hein, par exemple. Vous pouvez faire à partir des réponses à un sondage, vous pouvez tout à fait fusionner ces réponses dans un document et puis ensuite générer ce document au format PDF pour produire une présentation tout à fait jolie, hein. Donc ça, on peut le faire avec du script, et donc c'est complètement automatique, complètement transparent. On peut même distribuer automatiquement le rapport qui serait généré en PDF à des utilisateurs avec une liste de diffusion par mail. Encore une fois, tout ça serait automatique. Vous n'auriez rien à faire si ce n'est que de superviser le bon déroulement du processus et donc des scripts qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Bien, alors je vais continuer un petit peu sur cette approche. Je vais exploiter cette fois-ci mes réponses. Donc on est d'accord, cette fois-ci j'ai des réponses ici qui sont dans mon formulaire. Alors je peux les exploiter avec Google Forms qui lui m'a déjà mis une note, un score, hein, c'est-à-dire que j'avais mis un barème de 4 points et on voit que les notes sont déjà calculées automatiquement ici grâce à Google Forms qui a fait le calcul. Et donc, avec les options qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, si je reviens dessus, ici, au niveau de questionnaire, on sait très bien que on peut déjà d'une part publier la note, et donc à partir du moment où le répondant valide, il va avoir sa note automatiquement, il va voir les bonnes réponses, il va voir le nombre de points. Donc finalement, Google Forms assure aujourd'hui toutes ces fonctionnalités de remise, d'évaluation, de notes qui est transmise, etc. Mais vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser d'autres process dans la notation et ne pas utiliser cette fonctionnalité et encore une fois, aller utiliser des modules complémentaires que vous pourriez trouver bien évidemment dans la gestion des modules complémentaires, hein, c'est-à-dire la place de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui existe pour Forms mais qui existe également pour Sheets, puisque là on est dans Google Sheets. Et donc on a un produit qui s'appelle Flubarou ici, qui est intéressant parce que lui c'est un module de correction et de notation qu'on peut exploiter sur les réponses qui sont stockées à l'issue d'un formulaire. Donc ici en fait j'ai Flubarou, donc je vais l'utiliser. Bon, Flubarou je l'ai déjà installé une fois, donc c'est pas grave, hein. Je l'ai déjà installé, j'ai déjà utilisé, mais ce que je vais faire, je vais faire le process avec vous pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc en fait dans un premier temps il faut faire ce qu'on appelle un grade assignment, c'est-à-dire qu'il faut reprendre les réponses qui ont été données et voir un peu comment Flubarou va les traiter, parce que dans l'idée Flubarou c'est que on peut le faire travailler sur toutes les réponses qui ont été données, voire sur uniquement quelques questions. C'est la différence avec Forms. Forms en fait, si je reviens 2 secondes sur Forms en fait ici là sur le score qui est proposé, 2 sur 4, 0 sur 4, 2 sur 4, en fait il a tenu compte des 2 questions qui étaient posées et finalement il tiendra compte de toutes les questions qui ont été posées. Et si moi à un moment donné je constate que ah oui j'ai mal exprimé ma question ou du moins les réponses que je proposais n'étaient pas adaptées, et donc si je me dis à un moment donné bon bah finalement j'aimerais laisser tomber quelques questions, bon, bah, ça supposerait ici que je sois obligé de recommencer l'évaluation. Alors qu'avec Flubarou, finalement, je suis vraiment à la demande et je peux
ne retenir que les réponses qui m'intéressent à partir du moment où je réalise mon évaluation, enfin ma correction. Donc c'est ce que je fais dans le grade assignment, qui est ici un regrade assignment, puisque je le recommence, je l'avais déjà fait une fois. Donc dans le grade assignment, dès le départ, en fait, Floubarou examine les colonnes de la feuille de calcul qui sont disponibles, et donc me demande finalement ce que je fais avec chacune des colonnes. Donc avec la colonne score, est-ce que je vais l'utiliser? Ben non, parce que score, ça a été produit par Google Forms et ça ne m'intéresse pas. Par contre, les colonnes, combien font 2 plus 2 et combien font 2 fois 2, eh bien, celles-ci, je vais les passer en grading, en normal grading, c'est-à-dire que je vais les évaluer. Donc les deux questions ici, je vais les évaluer. Alors, je peux les évaluer avec un nombre de points comme je le souhaite. Hein. Si je veux remettre 2 points comme tout à l'heure, je peux mettre 2 points comme ce que j'avais fait avec Google Forms ici. Et puis, je parcours également les autres colonnes. Alors, il y avait donc la colonne pour le nom, la colonne pour le prénom. Ici, donc, la colonne sur le nom, ben, je vais pas utiliser finalement les informations qui sont présentes. Je ne vais pas les évaluer. Le prénom non plus. Et par contre, le mail, alors le mail, ça a une importance puisque le mail, c'est ce qui va permettre d'identifier l'étudiant ici. Alors, on pourrait très bien dire que le nom identifie l'étudiant, mais moi, je préfère travailler avec les adresses mail. Donc ici, le mail va être l'identifiant. Donc voilà, j'ai bien configuré la première phase. Donc je valide. Et à partir de là, donc Floubarou commence à générer sa feuille de calcul de son côté et il a besoin d'une dernière information, c'est-à-dire quelles sont les bonnes réponses. Et quelles sont les bonnes réponses? Ce sont les réponses de l'enseignant. Ça suppose que l'enseignant, lui, à un moment donné, réponde à son propre formulaire pour qu'il puisse exprimer quelles sont les bonnes réponses attendues, à la différence de Forms où on utilise le bouton correction dans lequel on va indiquer avec la petite coche verte quelle est la bonne réponse. Ici, c'est différent. Je réponds à mon formulaire et la ligne qui correspond à mes réponses, eh bien, je la sélectionne comme étant la correction. Voilà, et je continue. Et à partir de là, en fait, Floubarou va me générer la feuille de calcul, une seconde feuille de calcul, en fait, dans laquelle on va avoir la correction avec les points qui est proposé, puis un petit peu de statistiques, c'est-à-dire que ici en summary, on voit en haut à gauche en summary, j'ai 4 points possibles sur l'évaluation. Ici, la moyenne, c'est 1. Nombre de soumissions, 4. J'ai eu 4 répondants. Nombre de scores avec des questions pas très bien réussies, ici, j'en ai 3. J'en ai 3 ici, en effet. Voilà, donc là, c'est une petite synthèse. Et on voit que pour chacune des réponses que j'avais tout à l'heure dans ma feuille de calcul avec Forms, elles sont reprises. Et puis, j'ai le calcul des points, cette fois-ci, avec le barème que j'ai proposé. Et donc, finalement, moi, j'ai retenu l'évaluation que sur 2 colonnes. Alors, évidemment, à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Google Forms, j'ai repris également la même approche, mais je n'aurais pu sélectionner qu'une seule colonne ici, forcément. Que la colonne 2 plus 2 et laisser tomber les réponses dans la colonne 2 fois 2. Bien. À titre d'exemple, voilà, ça peut fonctionner comme ça, mais après, c'est ce que je vous disais, vous sélectionnez vraiment que les colonnes que vous retenez dans votre évaluation. Et à partir du moment où vous avez fait ça, après, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un share grades, donc vous allez partager les résultats. Alors, vous pouvez avoir du reporting, c'est-à-dire que là, j'ai pas quelque chose de très joli qui va s'afficher parce que j'ai peu de réponses et peu de participants. Donc, en termes de reporting, on est sur du diagramme en bâton. J'ai pas grand-chose de visible et d'intéressant, donc je vais pas ici le proposer et l'envoyer. Par contre, donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir du moment où toute ma correction est OK, c'est-à-dire je suis d'accord avec les calculs, j'identifie bien les répondants, je vais pouvoir partager donc la correction avec la fonctionnalité Share Grades. Et donc ici, je vais pouvoir dire quelle était la question qui permettait d'identifier. En fait, c'est la colonne mail. Quelle est la méthode que j'utilise pour le partage? Typiquement, en fait, ça va être envoyé par email ici. Donc j'ai d'autres solutions possibles.
mais je vais le faire par email. Je vais inclure la liste des questions, les scores. Je vais inclure les bonnes réponses aussi qui devaient être proposées. Et puis, je vais pouvoir taper du texte ici, un petit message qui va avertir les participants comme quoi voilà, la correction a été faite. Veuillez trouver ici les différentes réponses, les différentes bonnes réponses, vos notes, etc. Pour toute réclamation, veuillez contacter l'adresse XY, peu importe. Voilà, donc vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Et à partir de là, ça va partir. On va cliquer sur Continue et donc ça va partir. Alors, il y a juste une petite remarque, hein. Si vous êtes sur un compte Gmail gratuit, eh bien, vous savez que, ou pas, que le quota d'envoi d'email par le biais de script est limité à 100, hein, donc vous ne pourrez pas corriger plus que 100 participants par jour, donc 100 copies par jour. Ce qui vous laisse quand même un petit peu de marge, très honnêtement, hein. Je pense que tous les jours, vous pouvez jouer avec une partie du quota, mais pas forcément sa globalité. Si vous êtes sur des abonnements payants, hein, sur une suite Google Éducation, donc qui est gratuite, ou éventuellement sur une suite Google Business, Enterprise, où là, vous pouvez monter jusqu'à 1500 envois par jour. Vous êtes moins limité dans le nombre de corrections que vous pouvez faire. Et donc, en fait, ça, vous pouvez le voir à tout moment dans les quotas, puisque vous avez un check email quota qui est juste une petite fonction qui affiche combien il vous reste de réponses possibles. Alors moi, évidemment, je suis sur un compte Enterprise Google Suite, donc je suis à 1500 par jour. Donc là, oui, j'ai un petit peu de marge. J'ai un tout petit peu entamé mon quota aujourd'hui, mais j'ai encore de la marge. Ok, voilà. Donc ici, en fait, dans le module complémentaire, donc Floubarou, vous avez des petites fonctions avancées qui vous permettent, on va regarder rapidement, de pouvoir, de mettre finalement une borne en termes de pourcentage. Est-ce que à 70%, en dessous de 70%, est-ce que c'est vraiment pas bon, ou est-ce que je peux abaisser le niveau à 50%? Donc ça, c'est de manière à pouvoir mettre en rouge ou pas les répondants qui sont dans la difficulté. Et puis le nombre possible de points, donc on peut assigner ici maximum c'est 10, mais ça je peux le changer. Donc il y a quelques paramètres ici sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous pouvez également modifier la personne qui est nommée dans les emails. Donc là vous pouvez mettre votre nom éventuellement, ou le professeur de la classe XY, peu importe. Donc il y a du paramétrage, hein, que vous pouvez améliorer, bien évidemment. Voilà, donc ici sur Floubarou, on va dire qu'on est sur un outil complémentaire de ce que peut proposer Google Forms, qui certes propose déjà des éléments d'évaluation et de correction et de notation. Mais là, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus souple, ou du moins qu'on peut plus paramétrer ou personnaliser, et qui vous permet aussi de jongler avec les questions que vous retenez ou pas, sans devoir refaire l'évaluation en question. Voilà, donc ça c'est Floubarou, donc que vous trouvez donc dans la place de marché côté feuille de calcul, on est d'accord, hein, puisque suivant l'application dans laquelle vous êtes, ici on est dans Sheets, il y a la place de marché pour Sheets, on l'a vu, et si je reviens dans Forms, il y a la place de marché pour Forms. Donc il y a des places de marché qui sont différentes suivant les produits que vous utilisez. Bien, alors je vais cette fois-ci aller sur un autre concept et je terminerai là-dessus. Toujours dans du script, et donc on est bien d'accord qu'on est sur une session qui est un peu avancée aujourd'hui. J'ai une problématique qui est la suivante, c'est-à-dire que je dois être capable de proposer aux personnes qui sont éventuellement dans mon établissement ou à mes élèves l'abonnement à un magazine qui pourrait être réalisé par les élèves de l'établissement, hein. Ça peut être une activité qui est proposée dans les établissements scolaires. Donc les élèves réalisent un magazine et ceux-ci souhaitent le diffuser auprès d'une communauté, hein, d'une liste de diffusion qui va finalement être constituée par le biais de ce formulaire. En fait, ce formulaire ici va vous proposer simplement de vous abonner en indiquant juste votre adresse email. Donc vous êtes parent, vous êtes élève, vous êtes un collègue, et bien vous indiquez juste votre adresse mail.
Et donc, le formulaire va collecter les répondants ici. Alors ici, je n'ai qu'un répondant, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai un répondant qui s'est abonné finalement à mon magazine et qui va recevoir le numéro 1, la première publication, à partir du moment où elle sera prête. Donc, on peut imaginer que ici, j'ai une liste de 150, 200 personnes qui se sont abonnées par le biais du formulaire qui est ici. Je ne suis pas sur le bon. Je vais le retrouver, voilà, le formulaire qui est ici. Donc, par le biais du formulaire, ces personnes-là se sont abonnées. On a 150 ou 200 personnes qui sont déjà abonnées ici dans les réponses. Très bien. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir diffuser ce magazine par le biais d'une campagne de mailing, tout simplement. Et ça veut dire qu'au début de chaque mois ou à la fin de chaque mois, quand l'exemplaire, quand le magazine sera prêt, eh bien, on le diffusera. Alors, comment ça marche, en fait? L'idée, c'est de pouvoir donc, récupérer cette fameuse liste de personnes qui se sont inscrites. Alors, bon, ici, j'ai une liste qui est un peu plus grande. J'ai 4 personnes qui se sont inscrites à mon magazine. Bon, j'ai recueilli le nom, le prénom, pourquoi pas. Je ne suis pas obligé, hein, l'adresse mail est suffisante. Et donc, ici, en fait, je vais utiliser cette liste de diffusion qui est juste basée, enfin, qui est constituée d'emails. Et donc, je vais pouvoir la lier, encore une fois, à un module. Et donc, je vais revenir sur du script cette fois-ci pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec les scripts. Donc ici, on a un autre script qui est différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Le script qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, était un script qui permettait d'ouvrir et de fermer le formulaire en question. Cette fois-ci, on est sur du script qui va permettre de vous faire une campagne de mailing et donc de parcourir les différentes personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes dans la feuille de calcul et puis d'envoyer un mail automatiquement. Donc on voit qu'à un moment donné, on a une fonction ici qui s'appelle Send Mail. Donc on a un envoi de mail qui va se faire finalement dans la limite du quota que j'ai exprimé tout à l'heure, hein. Si vous avez un compte gratuit, encore une fois, vous ne pourrez envoyer que 100 emails par jour. Et donc, vous ne pourrez adresser votre magazine qu'à 100 personnes. Si vous avez des abonnements payants, vous pourrez aller jusqu'à 1500 personnes par jour qui pourront recevoir le magazine qui a été réalisé. Alors, en admettant que le magazine soit un PDF, et en l'occurrence ici, si je regarde un petit peu le script, on voit que j'ai des éléments qui font allusion à PDF. La suite de caractères alphanumériques que vous avez ici n'est juste que l'identifiant du document qui est finalement l'identifiant que vous trouvez dans Google Drive. Donc ça veut dire que votre magazine, une fois qu'il est créé, vous devez le stocker dans Google Drive. Vous récupérez son identifiant, c'est-à-dire que dans le lien qui correspond au magazine, ici, si je vais dans le lien qui correspond au magazine, je vais retrouver ça. Je vais essayer de le retrouver, le lien qui correspond au magazine. Alors, peut-être ici. Non. Je ne sais plus quel est le document, mais peu importe. De toute façon, on va prendre un PDF. Voilà, ici j'ai un PDF. Pour récupérer la référence d'un document dans Drive, en fait, vous faites obtenir le lien. Et en fait, vous récupérez juste la séquence alphanumérique qui est ici. Et ça, c'est l'identifiant de votre document. Donc à partir de là, vous comprenez bien que tous les documents qui sont dans Google Drive sont des documents qui sont identifiés par une séquence alphanumérique qui est unique. Et donc avec cette séquence alphanumérique unique, eh bien, vous allez pouvoir préciser quel est le document en question avec cette empreinte en fait. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc ça suppose que si vous récupérez le script que j'ai là sous les yeux, qui est un script que vous trouvez partout sur Internet, encore une fois, vous allez assez vite être capable de le personnaliser en modifiant ici finalement les caractéristiques de chaque document que vous souhaitez voir intégré dans le mail que vont recevoir les participants. Donc là, on peut tout à fait personnaliser la chose. Il y a 2 éléments ici fondamentaux qui est le début de la liste et la fin de la liste. Je commence à 1, je finis à 4. C'est juste logique parce que ici j'ai 4 personnes, donc je commence à 1 et je finis à 4. Donc ça, c'est un autre paramètre que vous devrez modifier. Le nombre de participants que vous visez. Si c'est 200, vous mettez 200 à la place de 4. Ici, dans template HTML, vous avez
le texte du mail, et le texte du mail, c'est du texte au format HTML. Donc simplement, il suffit de manipuler un petit peu d'HTML pour pouvoir faire une jolie présentation de votre mail pour que celui-ci arrive de manière très présentable dans les boîtes mail de chaque personne qui s'est abonnée. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de rédaction autour du mail, mais ça encore une fois, c'est des informations que vous allez trouver facilement avec un moteur de recherche. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer le document en question. Alors qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le magazine ? Eh bien, ici, j'ai un exemple de réception de ce que j'ai reçu, moi, puisque moi, je me suis abonné. Et donc, à partir du moment où j'ai diffusé mon mail, eh bien, j'ai reçu le texte suivant, qui est le texte que je vous ai présenté il y a quelques secondes, qui ressemblait à ça, hein, on est d'accord, hein, c'est-à-dire que j'avais ici du HTML, je vous le remontre, j'avais ça, j'avais du HTML, et au final, eh bien, ça ressemble à ça, une fois que ça arrive dans la boîte mail. Donc, vous voyez, c'est formaté, et donc, pour le coup, on peut mettre les caractères en gras, on peut sauter des lignes, on peut utiliser des tableaux, on peut mettre des images, et puis surtout, on voit que tout en bas du mail, eh bien, j'ai bien ma pièce jointe, qui est le magazine qui a été réalisé par les élèves de l'établissement. Et donc, le mailing est complètement fonctionnel, c'est-à-dire que avec ma suite Google Éducation, je peux, de manière complètement gratuite, créer des outils de mailing, créer du script qui va superviser mes formulaires, qui va superviser mes corrections, qui va encadrer des campagnes éventuellement à destination des parents, à destination des collègues. Enfin, je peux imaginer plein d'usages possibles finalement autour des scripts et des fonctionnalités qui sont proposées par le biais de code, hein, puisqu'on a vu quand même qu'ici, il y a une notion de code. Ici, c'est du HTML, et en l'occurrence, ici, c'est du JavaScript. Mais néanmoins, si vous avez cette appétence pour aller dans des éléments un petit peu techniques, eh bien, vous pouvez aller au-delà des fonctionnalités qui sont proposées par défaut dans la suite Google et imaginer tout un tas d'outils complètement sur mesure avec lesquels vous pourriez pouvoir avoir des fonctionnalités qui répondent vraiment à ce que vous voulez faire dans votre classe avec un usage quotidien. Voilà, donc ici on a parlé d'évaluation, hein, on a parlé de campagne de mailing avec un magazine qui serait réalisé par des élèves ou des étudiants, mais on peut bien évidemment avoir plein d'autres exemples concernant ces fonctionnalités qu'on a décrites aujourd'hui. Et je fais juste aussi un petit rappel, hein, pensez bien également dans vos formulaires à utiliser des expressions régulières. En l'occurrence, ici, je vous en remets une devant les yeux. Sur les champs que vous allez utiliser dans votre formulaire, vous pouvez adjoindre des expressions régulières, ce qui permet de constituer des garde-fous. Et donc, finalement, vous aurez une saisie d'informations qui sera cohérente et qui sera en conformité avec les règles que vous avez positionnées grâce aux expressions régulières. Voilà, écoutez, cette session un petit peu avancée est terminée, hein, donc on va arrêter là. Alors bien évidemment, si vous voulez plus d'informations, plus d'explications, plus d'exemples, voire une aide ou une formation autour des aspects qu'on vient de présenter aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, hein, tout simplement. Contact tabletteacademy-france.com. Et puis, bien évidemment, on n'hésitera pas à vous répondre et à vous proposer des choses là-dessus. Voilà, donc on termine ce cycle aujourd'hui de présentation qui nous a permis donc, de partir de fonctionnalités assez basiques jusqu'à des fonctionnalités un peu plus avancées. Dans le domaine de l'éducation, mais on voit très bien que même si on est dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, on voit de manière assez simple que tout ce qu'on fait là peut s'adapter bien évidemment dans d'autres contextes, que ce soit un contexte d'entreprise, dans un contexte associatif, c'est également possible. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, hein, pour ceux qui sont en vacances, profitez bien, et puis je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.